Bonjour Erwan Huchet. Bonjour David Rival. Bienvenue dans J'ai des mots à vous dire, ça fait plaisir de vous avoir sur Impulsor Média. Eh ben, ça me fait plaisir aussi, merci de m'inviter. On se retrouve au micro pour parler de votre quotidien et puis aussi de vos convictions, votre expérience professionnelle, personnelle, politique même, parce que en l'occurrence c'est un domaine que vous connaissez bien. Vous dirigez Savoir Public, oui. Un cabinet, un centre de formation qui forme des élus et des cadres administratifs, des cadres de structures publiques. Vous êtes également élu à Nantes Métropole, ça fait beaucoup, hein. Alors vous cumulez les mandats, vous aussi. Oui, mais ça n'a pas commencé comme ça, parce que moi j'ai d'abord été étudiant avant de faire un parcours. Étudiant quoi? Alors j'étais étudiant à l'école de commerce de Nantes. Tu vois, j'avais commencé déjà à l'époque. Vous étiez parti pour mal tourner en fait. Déjà à l'époque, je m'intéressais à l'économie. Ouais. Et en fait, je continue à m'intéresser à l'économie. Donc j'ai eu un engagement politique assez tôt, parce que je me suis engagé dès que j'avais eu 18 ans. J'avais croisé à l'époque quelqu'un qui était venu au Sillon de Bretagne. Quand j'avais 17 ans, il était venu inaugurer. Un monsieur avec un chapeau feutré. Voilà, un monsieur avec un chapeau feutré et puis une écharpe rouge. D'accord. 88-89. Et moi qui étais dans une école juste à côté François qui s'appelait Mitterrand, Saint-Dominique, je crois que j'étais l'un des seuls étudiants à être allé le saluer lorsqu'il était arrivé. Et là, vous avez été. Puis j'étais happé après. Vous avez été frappé par le personnage. Alors j'ai été frappé par le personnage. Alors à l'époque, si tu veux, la réalité que tu voyais à la télé n'était pas forcément la même que celle que tu voyais sur le terrain. Et ça m'avait choqué, j'avais trouvé très vieux. Ouais. Tu vois, donc sans doute que la télé a des effets sur la réalité. C'est pour ça qu'on va vous donner 25 ans en regardant ces bienveillantes. Oui, c'est pas tout à fait le cas. Mais surtout, j'avais trouvé quelqu'un, si tu veux, qui était très, très engagé. Et qui était une force de conviction, une force de proposition qui m'avait beaucoup intéressé. Et notamment à cette époque, on parlait beaucoup des droits de l'homme. Hein, c'était le bicentenaire de la Révolution, etc. Et lui, il avait un discours justement sur la tolérance, tout ça, et ça m'avait touché. Pourtant, c'était pas un personnage très charismatique. Il y a eu plus charismatique comme président. Ah non, moi je trouve qu'il était très charismatique. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, oui. Je pense que si tu te retrouvais à l'époque en face de lui... impressionnant. Ça devait être très impressionnant. Impressionnant, effectivement. Bah ça fait partie du charisme. Ça fait partie forcément un petit peu du charisme. Quelques années plus tard, vous devenez directeur de cabinet. Oui. Vous passez directement des études à la direction de cabinet ou vous passez par d'autres cases avant? Je fais mon école de commerce et puis après je me dis il faut aller à l'étranger. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc je pars... mon objectif à l'époque c'était de faire du commerce international. Et je me disais, voilà, j'ai de l'espagnol, j'ai de l'anglais, mais il me manque sans doute une langue peut-être un petit peu exotique. Et en 92, je décide de partir en Chine, plus précisément à Taïwan, pour apprendre le chinois. Donc je me retrouve là-bas en tant que jeune étudiant, j'ai 21 ans. Et je découvre finalement d'autres cultures, d'autres mondes. Ce qui m'avait étonné à l'époque, j'étais arrivé, je cherchais un appartement, j'ai une Taïwanaise qui me recevait, et qui me dit vous alors je vais pas le faire avec l'accent quand même, mais l'accent taïwanais, non, je vais pas faire l'accent taïwanais, mais elle me dit vous êtes un vieux pays en fait. Moi je lui dis attendez, Taïwan, vieux pays toi-même, nous c'est la France quand même, 4e ou 5e puissance, je crois qu'on était 4e à l'époque, on a dû descendre un peu, puissance économique du monde, puis toi t'es à Taïwan. Elle me dit oui mais nous on a de l'avenir et puis vous êtes un pays de vieux et franchement ici il y a tout à faire. Et finalement, dans tes 30 mètres, alors, du coup en revenant en France, je me suis aperçu que oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu sclérosées ici. Il y avait un chômage qui était important, qui l'est toujours, et ça m'a donné envie de continuer, je dirais, à m'investir et à faire en sorte que à vous investir dans le sens politiquement. Ouais, alors au début il fallait trouver du boulot. Donc j'ai commencé ma carrière en étant chef de publicité pour un journal maritime qui dépendait du groupe Ouest France. Et j'avais un secteur qui allait de Lorient à Biarritz, plus un petit peu d'international. Puis un jour je suis retombé sur quelqu'un que j'avais rencontré auparavant à Saint-Herblain, qui s'appelle Charles Gauthier, qui était le maire, le sénateur-maire de Saint-Herblain. À partir de 89 ? Oui, il était maire en 89, oui, c'est ça. Moi, je le rencontre fin des années 90, 96, 97. Et il me dit, écoute, il y a un poste de collaborateur d'élu à la ville de Saint-Herblain, et si ça t'intéresse, il est pour toi.
Et voilà comment je passe du privé au politique en étant, je dirais, quelqu'un qui vient conseiller en fait les élus et qui vient travailler à leur côté, qui travaille pour eux. Et quelque part, ça m'a beaucoup aidé parce que d'abord j'ai découvert ce qu'était la démocratie, comment ça fonctionnait, comment on organisait des décisions, comment on la vivait. Et puis ça m'a aussi permis de comprendre que finalement la démocratie c'était pas que quelque chose pour les autres, mais que ça pouvait être quelque chose pour tout le monde. Vous devenez d'abord collaborateur d'élu au sein du cabinet. Vous êtes plusieurs, vous n'êtes pas tout de suite en pilotage? Non, je reste 2 ans collaborateur et puis au bout de 2 ans, je deviens le directeur du cabinet de la ville de Saint-Herblain. Qu'est-ce qui fait qu'on prend du galon dans cette sphère-là, la sphère politique? À l'époque, il y avait un départ du directeur qui était là déjà depuis 10 ans. Hein. Ce sont des métiers qui sont extrêmement usants puisque, je dirais, vous collectionnez quand même on a beaucoup de vie parce que la journée on travaille avec l'administration et le soir on travaille avec les politiques, donc en fait on passe une semaine 24 heures sur 24 quasiment avec à la fois les techniciens, les administratifs et puis les politiques. Est-ce qu'on vit quand même des moments citoyens, bien sûr, gratifiants quand on est dans l'ombre d'un personnage comme Charles Gauthier, un maire et sénateur à la fois? C'est extrêmement gratifiant parce qu'on participe à des sujets qui sont multiples, qui sont divers. Le matin, on va régler des problèmes de crèche, et puis le soir, on va travailler sur l'arrivée d'un zénith sur ton territoire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est une vraie fierté. Hein, ouais, c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté parce que je te parlais de l'économie tout à l'heure, et l'un de mes axes de ce que je voulais justement développer en étant à côté d'un maire comme Charles Gauthier, c'était la création d'emplois. Il n'y a pas de création d'emplois sans création d'entreprise. Et à Saint-Herblain, on avait la chance d'être bien positionné pour recevoir beaucoup d'acteurs. Et donc, un des objectifs de la ville, c'était de créer des entreprises, pas juste pour créer de la richesse, mais justement pour permettre à beaucoup de gens de retrouver un emploi et de faire en sorte que cette richesse, finalement, on puisse la redistribuer après. Donc on arrivait à la redistribuer en faisant des centres sociaux dans les quartiers, en travaillant avec des chefs d'entreprise qui venaient aussi apporter leur expérience dans les quartiers pour favoriser l'emploi. Tout à l'heure, tu avais Ludovic qui était là, qui parlait d'un parrain et un emploi, mais nous, on travaillait justement avec ces entreprises pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes les plus en difficulté, et ça, c'était quelque chose d'important. Mais on savait aussi qu'on était en concurrence avec d'autres territoires. Cette concurrence entre les autres territoires, il fallait la gagner pour attirer les entreprises. C'est la chance aussi d'un territoire comme la métropole, c'est-à-dire d'avoir créé les conditions pour attirer un certain nombre d'économies et pour favoriser justement cet accueil d'entreprises qui crée le vivre ensemble après derrière, puisque ça nous permet d'avoir des recettes. Le logiciel commerce, le logiciel entreprise d'Erwan, il a influencé la politique de Charles Gauthier? Alors je ne sais pas s'il a influencé, ça serait un bien grand mot, mais en tout cas j'y ai participé, ouais. Ça, c'est une fierté. Et alors, pendant tout ce temps-là, forcément, combien de temps à la direction du cabinet? J'étais 10 ans. 10 ans 10 ans. 10 ans sans dormir? Sans vivre comme les autres? 10 ans passionnants. 10 ans passionnants. À quel moment disons qu'en 10 ans, j'ai pris 2 années chaque année, quoi. Ouais. Hein, voilà. Même si j'ai encore des cheveux. C'est un boulot extrêmement usant, on disait. C'était assez fatigant. Vous avez vu l'exercice de l'État ou Baron Noir? Mais quand on est passionné, en fait, ça compte pas. C'est-à-dire que quand tu travailles et que tu aimes ce que tu fais... c'est bien quand ça s'arrête quand même. Finalement... alors après, il faut savoir s'écouter. Faut savoir s'écouter. Mais non, les dirigeants, ils sont passionnés, en général. Donc c'est plus facile pour eux. J'entendais un directeur de cabinet dire tout à l'heure, finalement, j'étais beaucoup plus moi-même quand j'étais à la direction du cabinet que maintenant que je suis dans une autre fonction professionnelle. À quel moment on est plus soi-même? Quand on prend directement les coups, parce qu'on en prend des coups quand on est
collaborateur de cabinet, ou quand au contraire on est réfugié derrière une Non, fonction, une entreprise. Les collaborateurs de cabinet ne prennent pas les coups, ce sont les élus qui prennent les coups. Ouais. Ils les prennent jamais, les collaborateurs de cabinet? Ils prennent les coups, Vous en avez peut-être pas pris, vous. En deuxième rideau. En deuxième rideau. Vous avez vu l'exercice de l'État, Baron Noir? Oui, c'est super cette série. C'est fidèle à ce que vous vivez au quotidien? Alors, il se trouve que je connais ceux qui ont été à l'initiative de cette série. Donc là, vous parlez de Baron Noir. De Baron Noir. Et en fait, c'est tout ce qui est raconté dans Baron Noir est un peu vrai. Sauf qu'ils ont collecté énormément ils ont fait de l'intense. De situations sur une même personne. Et donc évidemment, on a un prisme qui est sans doute qui trahit un petit peu la réalité, mais en fait, c'est plein de petits bouts de réalité qui sont assemblés les uns aux autres, quoi. Ça tombe bien que vous parliez de trahison. L'actualité avec le départ de Macron nous a fait entendre ce mot-là à plusieurs reprises dans les médias. Est-ce qu'il y a quand même de la fidélité, de la loyauté dans la politique? Moi, je trouve que la fidélité en politique, c'est d'ailleurs un petit peu comme dans la vie, auprès de ses amis, ça fait partie d'un certain nombre de valeurs. Vous les transmettez, vous, en tant que dirigeant de Savoir Public? Moi, j'ai toujours été assez fidèle aux gens que j'ai pu soutenir ou aux gens que j'aime bien. Après, on peut avoir des désaccords politiques. Hein, ça, c'est une évidence. Mais la fidélité, ouais, c'est une valeur importante. Alors, après 10 ans passés à la tête du cabinet de Charles Gauthier, vous décidez de créer Savoir Public. Pourquoi savoir et pas expérience, compétence, qualité, fibre? Déjà, ce que j'avais pu ressentir quand j'étais élu, quand j'étais directeur de cabinet, c'est que beaucoup d'élus, contrairement à ce qu'on pense, viennent de la société civile. Que vous ayez votre carte dans un parti ou pas, à la base, vous êtes soit boulanger, soit enseignant, soit avocat, etc. Donc de toute façon, vous êtes de la société civile. Souvent les gens disent lui il est dans un parti, il connaît rien à la société civile, mais c'est complètement déconnant. Les gens sont pas soit d'un côté soit de l'autre, surtout ceux qui font de la politique, ils sont avant tout sauf qu'il y a des moments des engagés où on peut citoyens. en douter parce que on a l'impression que l'appareil politique dans lequel certaines personnes adhèrent peut enfermer un petit peu la liberté de certains élus. On parlait tout à l'heure de fidélité, il y a surtout le sens du travail collectif. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans les partis. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que le travail collectif fait qu'à un moment, même si on est en désaccord parfois, on est un groupe et on doit défendre un certain nombre de positions du groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend. On peut pas être un petit peu comme dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui est identique ou différent? Ce qui est différent, c'est souvent la finalité. Mais sur un certain nombre de choses, d'organisation, de management ou de communication, on va retrouver des choses qui sont assez similaires. Mais moi, je n'oppose pas la politique et l'économie. Ce sont des choses qui sont ensemble. Donc pour vous, c'est plutôt identique? Le fonctionnement est... Non, les finalités sont quand même différentes. On ne parle pas des mêmes sujets. Il y a quand même, je dirais, un état d'esprit aussi qui peut être différent. On peut de temps en temps investir sur des choses qui ne sont pas rentables pour, je dirais, penser que là, c'est peut-être pas rentable économiquement, mais que ça a une autre rentabilité. Je pense à la culture, je pense à l'éducation, voilà, des sujets qui sont pas... C'est pas rentable la culture? C'est pas rentable immédiatement, c'est rentable à long terme. Et donc c'est aussi la vision des élus qu'ils ont de la société qui va nous permettre de pouvoir investir à certains endroits parce qu'on sait qu'à long terme, il y aura du retour. Qu'est-ce qu'il y a de vous, Erwan, dans Savoir Public? Alors, y a beaucoup de choses. Il y a votre expérience, forcément. J'ai acquis un certain nombre d'expériences et quand j'ai constaté que ces élus qui venaient la plupart de la société civile devaient prendre des décisions très importantes qui engagent parfois des sommes très conséquentes, mais qui n'avaient pas tous les tenants et aboutissants pour prendre ces décisions, je me suis dit, là, il y a sans doute un endroit où on peut aller les aider, et les aider, finalement, c'est aussi un petit peu aider la démocratie à bien fonctionner. Ça marche bien? Ça fait 10 ans que ça dure, donc, comme on dit, pourvu que ça dure. Bonne bagnole qui roule, maintenant? Voilà, après...
quand vous avez une voiture qui fonctionne bien, il faut de temps en temps l'amener à la révision pour qu'elle fasse quelques kilomètres supplémentaires. Mais en tout cas, c'est une société qui a du sens et c'est une société qui rencontre aussi un public qui est assez satisfait de ce qu'on fait et qui renouvelle leur confiance chaque année. Votre actualité, c'est STAF, le salon qui forme et informe les élus et le personnel des collectivités. Il a lieu au mois d'octobre. Oui, alors en fait, tous les 2 ans, je fais un salon qui s'appelle le Salon des métiers du politique, qui s'appelle le Salon STAF, et qui regroupe une dizaine d'associations qui représentent des collaborateurs d'élus. Que ce soit des assistants parlementaires, que ce soit des directeurs de cabinet, que ce soit des collaborateurs dans les groupes des régions, etc. Et ça, c'est un salon en alternance avec un autre salon. Alors, le STAF, c'est à Paris, et l'autre salon, c'est à Nantes, New Deal 21. Alors, il y a eu une première édition de New Deal l'an dernier, qui était un salon qui était dédié justement aux politiques publiques liées aux politiques environnementales, puisque... je pense que l'évolution de notre société fait que ces questions-là sont au cœur des politiques publiques à mener. C'est pour être à la page ? Non, c'est avec une vision, je dirais, dynamique de ces questions-là. C'est-à-dire que l'écologie, elle n'est pas forcément négative tout le temps, elle peut être aussi positive. Et c'est ce type de vision de l'écologie qu'on a essayé de développer à ce moment-là. Avant de vous lancer sur les 6 mots-clés, puis sur le mois président, parce que forcément, vous avez des idées sur l'hypothèse que vous deveniez candidat au présidentiel. Quand vous regardez ce parcours d'une bonne vingtaine d'années d'expérience, qu'est-ce que vous vous dites sur l'évolution, l'histoire professionnelle et personnelle d'Erwan ? Je pense que... Il y avait il y a quelque chose un proverbe chinois ou je sais plus qui disait que si on était un petit grain de sable, si on avait un petit peu de folie, finalement on pouvait en faire naître des tempêtes. Et donc être un petit grain de sable ou être une partie prenante de l'aventure finalement. Ça parle de la créativité société, ou ça parle C'était plutôt un enjeu. C'est plutôt quelque chose que moi j'ai eu l'impression de faire ces 20 dernières années, c'est-à-dire de participer et d'amener ma pierre. Un participant, ouais, un contributeur ou un créatif. Un petit peu tout ça, c'est-à-dire pour amener sa pierre, il faut être un petit peu créatif. Et un petit peu décalé forcément. Vos 6 mots-clés pour vous définir, puisqu'on est deux mots à vous dire. Ça c'est quand même terrible. Ah, vous les avez notés ? Bah oui, je les ai notés. Ouais, c'est perturbant, ça. Juste avant de prendre l'antenne, il faut savoir que je demande aux invités de se décrire en 6 mots-clés, une devise. Oui, alors la devise, elle est liée au personnage que j'avais rencontré. Qui disait que, un monsieur qu'on appelait Tonton, c'est ça ? Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et je trouvais que... C'est Mitterrand qui a dit ça ? Eh oui. Ah, je croyais que c'était Danton il y a beaucoup plus longtemps que ça. Alors écoute, tu retrouveras, mais je pense que la recherche, je pense que j'ai le bon. Non, sinon les mots-clés, moi c'est l'engagement. Hein. Je suis quelqu'un qui aime bien s'engager. Je suis quelqu'un aussi d'optimiste, c'est-à-dire que je pense que la société, si on la prend à bras le corps, elle va aller vers du mieux. Je suis pas résigné. Après, pour tout ça, il faut de l'imagination et de l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, notamment dans les politiques publiques. Dans les mots-clés que je pourrais rajouter, évidemment, il y a les questions de tolérance et de solidarité. Ça, c'est des mots qui me paraissent très importants. La fidélité, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est la fidélité aux valeurs et puis la fidélité aux gens. Je pense pas qu'on puisse construire sa vie que sur des trahisons. Vous avez un exemple de fidélité ? Un exemple de fidélité, c'est tous les jours. On est fidèle aux amis lorsqu'on répond au téléphone et puis lorsqu'on les aide lorsqu'ils en ont besoin. On est fidèle aussi en politique lorsque parfois il y en a certains qui traversent des périodes difficiles et puis on est à leur côté. On ne croit pas non plus tout ce qui est raconté. Moi j'ai un copain qui s'appelle Thomas Thévenoud qui a défrayé la chronique.
C'est courageux de dire que c'est un copain. Ouais, mais L'ex-ministre du budget. Non, il a été ministre, je crois, ça a duré 3 semaines, hein, donc oui, ça a duré très peu de temps. Il était secrétaire d'État, je crois, au commerce. Ça n'empêche que même si sans doute qu'il a merdé en remplissant pas ses déclarations à temps, ça reste quelqu'un pour lequel j'ai une amitié. Donc voilà, c'est aussi dans ces moments-là, quand les gens sont en difficulté, tu leur fais un petit mot, tu leur dis je sais ce que tu passes, c'est compliqué, mais sache que pour le reste, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et puis je suis peut-être un petit peu sérieux aussi de temps en temps. Un peu sérieux de temps en temps. C'est ce que m'a dit ma femme. Ouais. Donc elle m'a dit surtout oublie pas de dire ça, même si on essaye de pas trop se prendre au sérieux. C'est bien, vous êtes honnête de nous livrer aussi, en tout cas parfois des qualités qui peuvent ressembler à des défauts. On va parler de présidentielle pour terminer. Est-ce que d'abord, avant de vous lancer sur un mois président, est-ce que nos concitoyens sont un petit peu plus on va dire au fait de la vie politique, un peu plus intéressés par la vie politique, alors que ils sont souvent défiants à l'égard du personnel politique, surtout à l'échelle nationale. Mais c'est le paradoxe français, c'est-à-dire qu'on dit les citoyens sont méfiants auprès de la vie politique, mais il n'y a pas un peuple qui parle autant de politique que les Français. Et donc, c'est un sacré paradoxe. Donc c'est pour ça que tu me posais la question du mois président. Déjà, le mois président, moi je trouve que le nous citoyen, ça aurait été mieux que moi. Ça aurait été mieux. Ouais, c'est pour reprendre l'anaphore d'un ancien candidat de président. Je pense que si on permettait justement à tous les jeunes de pouvoir aller découvrir le monde et de passer au moins une année à l'étranger avant de se lancer dans la vie active, ça serait quelque chose de pas mal à mettre en place. Et tous les jeunes, parce qu'évidemment aujourd'hui beaucoup le font, mais il y a des dispositifs qui accompagnent quand même cette possibilité. Mais si on pouvait le faire pour de façon plus généralisée, quelles que soient les classes sociales, ça serait pas mal. Le service civique, c'est une bonne chose. Ouais, ce serait plutôt pas mal. Hein. Ça s'y apparente un petit peu. Ouais, mais c'est pas obligatoire. Hein, donc il faudrait le rendre obligatoire. C'est volontaire. Je pense qu'il y a un moment où on a des droits, mais on peut aussi avoir quelques devoirs. Donc en rendre à la République et en donnant un petit peu de son temps, c'est pas mal. Je me disais que ça sentait la République depuis que vous étiez installé sur ce canapé. Merci beaucoup. Merci. Merci à Arwen d'avoir été avec nous.